What's up guys, bienvenue sur un autre épisode du Learn & Crypto Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de Bitcoin qui a fait son all-time high, 123 000 $ américains. C'est parti! Aujourd'hui, on est avec monsieur Gabriel Raymond et moi-même, Samuel Lévesque, et on vous parle du Bitcoin qui a atteint 123 000 $ américains. américain. 123 000 américains en canadien, ça fait combien ça? Je pense qu'on a dépassé les 165 000 là, si c'était pas plus que ça. Ouais, genre 135, 160, ça doit être ça environ 165. 165, peut-être frôler les 170. Waouh, quand même, hein? Quelque chose. Absolument. Et je me souviens l'avoir vu en 2016 à genre 1000 balles, quelque chose comme ça. Puis j'étais comme, ah, c'est quoi cette affaire-là? Absolument. J'y croyais absolument pas. Et en 2017, je me souviens en avoir acheté un petit peu. Puis après, mon beau-père, il m'avait dit, c'est quoi cette affaire-là, Bitcoin, là? Tu crois à n'importe quoi, toi? De l'argent en ligne, qu'est-ce que c'est que ça? De l'argent en ligne. Puis après, je me souviens, ça avait monté jusqu'à 20 000. Puis aux nouvelles, je pense que c'était LCN ou quelque chose comme ça, ça montrait le Bitcoin, cette monnaie digitale utilisée par les criminels, blablabla. Blanchir de l'argent. A atteint 18 000 $, mais il commençait à avoir un genre de hype. Puis mon beau-père était comme, oh, cet enfoiré avait raison, sans le dire comme ça. Mais après, ça allait jusqu'à 20 000, ça a crash sur ça a crash. Puis là, quand c'était à comme 5 000, il m'a dit, hein, tu vois, ça n'a pas duré cette affaire-là. Hein? Puis là, moi, j'étais comme, whatever, moi, je vais en racheter. Puis il était comme, ça marchera pas cette affaire, t'as vu comment ça vient de descendre, je te l'avais dit. Il disait pas ça quelques mois avant, quand ça a presque 20 000. Et là, maintenant, je vais le voir dans quelques jours, je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Mais en fait, c'est ça que je trouve super intéressant déjà maintenant, c'est que oh wow, on est venu faire un all-time high. Ça fait quoi? Plus que 2 ans qu'on est parti de des montants. Je pense qu'on a frappé 16 000 $. 16 000, ouais. 16 000 $. Donc, je me souviens pas si c'était 15 et des poussières ou 16 000, mais je me souviens bien qu'on avait fait une analyse dans l'académie. C'était en 2023, on était 2023, quelque chose comme ça, ou en automne 2023. Environ dans ce coin-là, puis on était à... Notre analyse d'accumulation était à comme 18 000, puis on était juste un peu en dessous à genre 17 000, puis c'est reparti frapper un gros niveau de résistance qu'on avait analysé à comme 20 000, 22 000, 23 000, quelque chose comme ça. C'est quand même fou quand tu y penses, là. Et c'est surtout, en fait, toute cette... Comment la psychologie derrière ça qui était intéressante à ce moment-là. Parce que là, c'est complètement l'inverse. À 16 000, c'était la pire arnaque, ça s'en allait à zéro. Puis quand ça a remonté maintenant autour de 120 000, là, tout le monde en parle. J'ai des gens dans mon entourage que j'ai jamais encore une fois entendu parler de crypto. Ben, c'est pas vrai, ça a changé. J'aurais entendu parler de crypto parce que, soudainement, là, ils ont vu ça arriver à des nouveaux niveaux. Puis ça comme, wow, est-ce que je devrais acheter? Est-ce que je devrais commencer à m'investir? Parce que là, je pense que c'est pas une arnaque, là. Ça continue à augmenter. Puis, là, 2 mois... en avril, on avait eu un gros événement aussi fondamental avec tout ce qui se passait aux États-Unis, un gros crash, on avait quasiment s'appelé une récession là, de 1 mois pour un 30% de correction sur les marchés boursiers, et puis finalement, là c'était la catastrophe. Non, récession, c'est pas beau. Mais c'est juste ça, Gab, c'est un truc de fou. Moi, j'ai pas vécu 10 000 cycles encore, mais j'en ai quand même vécu 3, ce qui est pas pire en crypto. J'ai vu 2017, j'ai vu les bats de 2016, la montée en 2017, après la correction en 2018. J'ai vu les bats de 2020, la montée pendant 2020 et l'explosion. Ensuite avec la correction en 2021, ensuite avec la correction fin 2021 et 2022. Puis le all-time high maintenant à 123 000 en 2025. Puis c'est toujours la même chose. Les gens vont toujours trouver des bonnes raisons pour valider leurs croyances et leurs émotions, leur psychologie et leur peur, que là, c'est trop bas, je vais attendre. Mais je te dirais que ce dernier bull run, les gens étaient quand même plus conscients. J'entendais plus les trucs que j'avais entendus en 2017 ou en 2020 en mode « c'est une arnaque ». En 2017, c'était juste ça, argent de crime, arnaque, etc. En 2021, je l'ai beaucoup moins entendu. Et là, je te dirais que je ne l'ai pas entendu au dernier.
Ouais, là, le narratif, c'est plus je vais attendre que ça corrige plus bas pour en acheter. Ou je vais attendre que ça reparte. Mais vu que tu n'as pas de boule de cristal, ça ne retourne pas nécessairement plus bas et ça part sans les gens. Ou ça repart, mais là, les gens attendent puis ils finissent par acheter la fusée en plein décollage. C'est souvent ça. Et même moi, je le vois, j'ai la chance de le partager aussi, ces expériences-là, avec non seulement les gens à travers de l'académie où on a les conversations de façon plus assidue sur les graphiques, mais également dans notre entourage. Et quand on est à des niveaux comme là en ce moment, à 118 000, disons, on se parle, ça a eu une petite correction. Là, on se dit, mais si jamais ça redescend à 100 000 ou à 90 000, je vais en racheter. Et quand on atteint les niveaux de 90 000 ou de 100 000, c'est peut-être que je vais acheter plus bas parce que peut-être que je vais attendre parce que ça pourrait aller plus bas encore. Puis là, les narratifs, le médiatique, ils concordent. Ça va mal, on en parle négativement. Puis là, t'es en train de créer des biais de confirmation en mode ça pourrait vraiment aller plus bas, alors je ne veux pas rentrer. Et c'est ironique parce que on voit ces choses-là autant à la baisse qu'à la hausse. Donc là, maintenant, les gens, ils commencent à se demander la question, est-ce que c'est encore le temps pour rentrer? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que c'est encore le temps pour rentrer? Là, j'ai vu plein de vidéos YouTube intitulées comme ça. Est-ce encore le temps pour rentrer? Est-ce trop tard? Nanana. Mais la réalité, c'est que même si ça continue à monter, tu n'achètes pas une fusée qui décolle. T'es mieux d'acheter un BTC à 150 000 qui est allé de 200 000 à 150 000 que d'acheter un BTC à 120 000 parce que tu penses qu'il va aller à 150 000. Puis je sais que dans la tête des gens, surtout les débutants, cette phrase, elle fait aucun sens. Non, on voit ce momentum-là, ça va... il est en momentum, ça va continuer d'aller plus haut. Voyons, Samuel, pourquoi tu voudrais acheter un Bitcoin à 150 000 si tu peux l'acheter à 120 000? Parce que c'est deux conditions différentes. J'achète un BTC à 120 000 qui est en all-time high, qui, oui, pourrait continuer à monter, mais pourrait tout aussi facilement corriger, chercher des gros niveaux de liquidité en dessous, versus j'achète peut-être dans je ne sais pas combien d'années un BTC à 140 000, mais après qu'il est allé de 200 000 à 140 000. C'est un super beau point, je trouve, que tu amènes, parce que c'est justement cette perspective-là, c'est qu'on se dit... Tu sais, on parle souvent quand on soit dans l'investissement, même en trading ou peu importe, on a la phrase classique qui est « tu veux acheter bas et vendre cher ». Mais pourtant, quand on est dans des zones, justement, on est déjà super élevé. Qu'est-ce qui se passe des fois? C'est « mais on pourrait aller plus haut ». Mais là, tu es en train d'acheter en espérant que ce prix-là inconnu se produise. T'es pas un investisseur, t'es un pur spéculateur. T'espères. Ouais, exactement. Ta stratégie, c'est de l'espoir. Ton plan, c'est de l'espoir, c'est de croiser les doigts, c'est de la chance. C'est ça, et versus quand tu sais justement, on s'est rendu jusqu'à 120 000, maintenant on a eu corrigé d'un certain montant, tu sais c'est quoi le prix potentiellement où on pourrait aller rechercher. Maintenant, c'est plus de l'espoir. Il y a une certaine partie, évidemment, avec le fondamental, mais dans le sens, tu as une idée de où le prix pourrait se rendre. Tu ne te fies pas strictement sur une devinette, là. Puis j'essayais de l'expliquer dernièrement à certaines personnes dans les lives, puis clairement, il y en a qui l'ont compris et d'autres qui n'ont pas compris, mais je disais, moi, qu'on a eu une moyenne d'achat à 20 000. Ceux qui étaient là avec nous depuis quelques années, on a eu une moyenne d'achat à 20 000. Pendant un bon bout, là. C'est resté là-bas. On avait un DZA1 un peu au-dessus de 20 000, un DZA2 à 17 18 000. On avait une moyenne d'achat à 20 000. Puis justement, avec les étudiants qui sont là depuis plus longtemps et ceux qui sont là depuis moins longtemps avaient de la misère à comprendre, j'étais comme, hey, tous ceux qu'on était là avec une moyenne à 20 000, puis même pour ceux qui n'étaient pas là, un concept important, ça va de 20 000 à 120 000, là. Ou moi, c'était dans le cas, c'était à 100 et quelques mille, mais par exemple, ça va de 20 000 à 100 et quelques mille, tu vends. Et j'avais dit ça il y a quelques mois, puis là, je l'ai répété. Hier, même si ça va à 120 000, je m'en fous. Mais psychologiquement, dans la tête des gens, ça fait pas de sens parce qu'ils se disent, Sam, t'as acheté du BTC à 20 000, tu le vends à 100 000, mais maintenant, ça va à 120 000. Oui, mais je m'en fous. T'aurais pu faire x6 au lieu de x5. J'ai fait x5. J'aurais pu aussi faire x3 parce que ça aurait été très simple que ça monte jusqu'à x5, que ça redescende, ça stagne. Et là, j'aurais fait x3 au lieu de faire x5. Donc, il y a toujours les deux côtés. Et j'avais dit ensuite de ça, maintenant, même s'il continue à monter, je m'en contrefous. Il peut aller à 110 000, 120 000, 130 000, 140 000, 150 000. Et dans mon exemple, j'avais dit, même s'il irait jusqu'à
180 000. Je préfère racheter le BTC quand il va tomber de 180 000 à, exemple, 120 000 que de le garder ou de l'acheter maintenant à 100 000. Et c'est justement ce qu'on vient de dire. Et les gens ne comprenaient pas ça. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai acheté à 20 000, j'ai vendu à 100 000. J'ai fait x5. Maintenant, j'attends. 110 000, 120 000, 130 000, 180 000, redescend à 120 000. Je rachète. Et les gens se disent, mais tu as vendu à 100 000 et tu as racheté à 120 000. Non. J'ai vendu à 100 000 après avoir acheté à 20 000 et avoir fait x5. Et là, je rachète à 120 000, mais après qu'il est allé jusqu'à 180 000 et qu'il m'a fait une belle correction. Parce qu'un projet crypto, c'est comme une entreprise. Ben, une bonne entreprise ou un bon projet crypto, la valeur intrinsèque n'est pas fixe. La valeur intrinsèque est censée évoluer parce que la compagnie ou le projet est censé évoluer. Donc, Apple, en 2010, ne valait pas 200 balles ou 180 balles, alors que maintenant, elle vaut plus que 180 balles parce que la compagnie a évolué. Si elle n'avait pas évolué, il ne serait plus là. Donc, il faut aussi réaliser que dans le temps, cette valeur n'est pas la même chose. Par exemple, un BTC à 100 000 en 2017, c'était complètement impossible. En 2025, c'est peut-être un peu surévalué, mais c'est possible, clairement, parce que ça l'a fait. Donc, il y a aussi, les gens, ils oublient cette notion de temps. Tu sais, tu as 3 grandes choses à regarder quand tu investis. La première chose, c'est pas la diversification, c'est le prix. La première gestion du risque et la première chose pour un investisseur, c'est le prix. En dessous du prix, en dessous de la valeur intrinsèque, un bon prix. La deuxième chose, c'est la diversification non corrélée. La diversification concentrée non corrélée. Mais la troisième chose, c'est l'horizon de temps. L'horizon de temps pour toi comme investisseur, mais l'horizon de temps aussi pour le projet et sa croissance potentielle dans ce temps-là. Et les gens, ils oublient beaucoup cet horizon de temps et toutes les variables inconnues dans cet horizon de temps qui peuvent venir impacter quelque chose. Est-ce qu'on l'oublie vraiment aussi, ou c'est parce que quand on est dedans, ça semble tellement interminable, justement. On le sait, ah oui, mais je veux être là pour le long terme, mais pourtant, quand on est dans ce long terme-là, sur une période de 1 an ou 2, on dirait que les 2-3 mois où tu te sens dans une position où tu attends paraissent comme 5 ans, et là, justement, à cause de toutes les variables inconnues, imprévues, tu commences à te remettre en question, c'est beaucoup plus difficile, mais après avoir pris le pas de recul, tu regardes ça à l'intérieur d'1 an, t'effaces absolument plein de petits détails là, de tout ce moment qui semblait interminable. Absolument, absolument. C'est sûr que tu regardes des gens qui tradent ou qui investissent, 6 mois a l'air super long quand t'es dedans. Mais 5 ans plus tard, tu regardes ces 6 mois-là, puis ça avait l'air de rien. Ah, pendant 6 mois, j'ai été à moins 20%. 5 ans plus tard, t'es rendu à plus de 100%. Tu te rappelles, c'est même pas que tu y penses même plus. Tu t'en rappelles même plus que t'as été dans 6 mois-là. Littéralement, tu ne t'en rappelles pas. C'était long juste pendant que t'étais dedans parce que t'étais dedans. C'est comme, par exemple, quand tu vas au spa, tu fais 15 minutes dans un sauna, puis après, tu rentres 2 minutes dans l'eau froide. Le 2 minutes que tu es dans l'eau froide, il est long en tabarouette. C'est froid quand tu rentres dans de l'eau, là. Moi, ici, pour ceux qui ne sont pas au Québec, ça se fait beaucoup, là, surtout en hiver. Puis je me souviens, j'étais allé avec un spa avec Alanis. C'était même pas en hiver, c'était en été. Puis j'avais fait 12 minutes dans le bain glacé, ce qui est mon record en passant. J'étais gelé. Ça, je m'en suis souvenu longtemps parce que ça a pris 2 heures une heure environ et demie avant que je m'en remette. Mais en général, tu vas dans le bain glacé, il fait moins 30, il y a de la neige dehors. Les 2 minutes que tu es dedans, le 30 secondes pour rentrer, le 2 minutes que tu es dedans, puis le 10 secondes pour sortir, ce 3 minutes-là environ a l'air long. C'est comme faire les planches. 1 minute Exactement. De planche, hein, la minute, on dirait qu'elle n'est pas aussi longue. Là, que... Ta minute de planche, elle est longue. Mais 5 minutes plus tard, t'as complètement oublié. Là. T'as fait ton 2 minutes de bain froid, 5 minutes plus tard, à côté du feu, tu t'en souviens même plus. Ça avait l'air long pendant que t'étais dedans. Et c'est très, très vrai dans le trading et l'investissement, sauf que c'est pas des 2 minutes. C'est des semaines, des mois. C'est pour ça que ça paraît aussi un petit peu plus, justement, avec les doutes qui peuvent venir s'installer. Mais...
Tu sais quoi, j'ai une question aussi qui me vient en tête justement parce que là, hey, on parle de ce all-time high, on parle également des potentielles attentes. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées un peu par rapport au cycle de la crypto, hein, où souvent l'argent là, passe de BTC pour se rendre ensuite vers l'Ethereum, pour se rendre vers les altcoins. On parle beaucoup de alt season également qui va être comme un peu déclenché avec justement peut-être un all-time high de la monnaie crypto. Voyons, la crypto-mère qui est BTC. Mais justement, là, comment on peut faire une fois qu'on est conscient justement qu'on n'a pas de boule de cristal? Pour faire allusion là, à l'exemple que tu es venu mentionner en ce moment, ah, mais pourquoi tu n'as pas vendu à 120 000? Pourquoi tu n'as pas vendu à 140 000 et que tu es content d'avoir vendu à 100 000? Comment tu fais quand tu n'as pas de boule de cristal pour justement être capable de prendre des profits sur le marché et accepter également là, ces gains-là que tu fais? Ben, en fait, il faut que tu te fasses un plan et que tu te vises un objectif. Il faut que tu te fixes un objectif réalisable. Par exemple, moi, dans ce cas-là, ma moyenne de prix était à 20 000 pour BTC. Je voyais BTC à 70 000 presque qu'il avait fait l'ancien all-time high. Je regardais les conditions du marché. J'étais comme, d'après moi, de la valeur intrinsèque, de où on s'en va, de l'adoption, on peut dépasser les 100 000. Peut-être 105, 110 000. Après, j'ai dit, je ne suis pas sûr de jusqu'à où on serait capable de se rendre au-dessus de 105, 110 000. Fait que moi, dès la première fois qu'il est arrivé dans les 107, 108 000, je suis sorti. Est-ce que j'ai tout sorti? Bien sûr que non, mais c'est pas ce que je vais expliquer ici, parce que ça, c'est les principes de 70-30 et tout. Tu veux jamais être 100% sur le terrain, mais tu veux jamais être 100% hors du terrain. Parce que si tu es 100% sur le terrain et qu'il se passe quelque chose avec le terrain, tu es dans la merde. Mais si tu es complètement en dehors du terrain, tu peux pas marquer des buts si tu n'as pas de joueurs sur le terrain. Mais là, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est ce qu'on fait beaucoup dans l'académie. Donc, bien que je sois sorti, il m'en reste encore un bon pourcentage, justement, avec les trucs de 70-30, 60-40, whatever. Le trésor de pirate, etc. Mais là, toutes les choses que je ne vais pas parler sur le podcast. Moi, c'est surtout aussi de savoir comment on peut accepter aussi ces émotions-là. Genre, mais c'est parce que tu as fixé un objectif. Tu as atteint ton objectif, exactement. Je suis passé d'une moyenne de 20... je me disais, on peut aller à 105, 108 000, 110 000. C'est allé à 107, 108, je suis sorti. Allô, j'ai fait 500 et quelques %. J'ai atteint mon objectif et j'ai fait 500 et quelques % sur ces investissements-là qui étaient dans un segment de, disons, 3 ans. C'est une moyenne pondérée de 180 % environ par année. Mais on s'est rendu jusqu'à 120 000. Mais je m'en fous. Tu comprends? Parce que ma vision, c'est jusqu'à 108, 110, on peut se rendre. Après ça, je sais qu'on peut... Je serais même pas étonné qu'on aille chercher des niveaux beaucoup plus hauts, puis je vais pas dire des niveaux parce qu'après les gens vont dire Sam, il a dit ça, puis là, non, je serais même pas étonné qu'on aille chercher des niveaux même plus hauts que le 120 000 qu'on a fait actuellement, 123 000, mais ça veut pas dire que ça fait du sens. Il y a un certain point où c'est de la folie avec du hype et de la surenchère. Moi, je me suis dit, on peut se rendre jusqu'à là, je sors avant cette folie et ce surenchère. Est-ce que je suis sorti à 100%? Encore une fois, non, parce que si je suis un certain plan. Mais la portion qui devait être sortie, aucune hésitation. C'est mon plan, objectif atteint, bam, that's it. Moi, je me dis, si je peux faire une moyenne pondérée de 100% par année, j'ai aucun problème avec ça. J'ai dit en passant moyenne pondérée. Ça veut dire qu'il y a des années où je fais 0, 0, 10, 20 et tout d'un coup, boum, 500. Absolument. Ça fait toute la différence aussi. C'est bien que tu le spécifies. Mais c'est ça, j'allais dire. Je suis content que tu l'amènes justement de façon neutre et un petit peu basée justement sur le côté rationnel parce que tellement souvent, est-ce que j'ai les conversations avec plusieurs personnes de dire « Ah, mais j'aurais pu faire tant. J'aurais pu... » Non, t'aurais pas pu. Exact. C'est fou comment on se convainc quand même à l'intérieur de notre cerveau. Ah, mais hey, si seulement j'avais attendu qu'il se rende à 150 000 avant de vendre. Si seulement aussi t'avais une machine à remonter dans le temps puis t'allais chercher les numéros du loto, le 50 millions. Je veux dire, c'est aussi con que ça. C'est aussi dérisoire que se dire
pourquoi j'ai pas une machine à voyager dans le temps comme dans le film Back to the Future? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de savoir les chiffres gagnants du loto 50 millions qui est tiré dans 4 jours? Pourquoi? Il faut réaliser que c'est aussi, excusez-moi le terme, mais débile comme question. Se dire, si j'avais su, si seulement si. Non, comme, excuse-moi le terme, mais ta gueule. Exact. C'est la première chose, vraiment, là. Il faut l'accepter. C'est comme dire pourquoi on n'a pas su qu'il allait avoir un attentat aux Tours Jumelles et on a fait sortir les gens. Je sais que je prends un exemple extrême, mais c'est aussi débilement extrême dire pourquoi on n'a pas su qu'il y aurait eu un tsunami, pourquoi on n'aurait pas su qu'il y a eu un tremblement de terre à Marrakech, pourquoi on n'a pas eu un petit message du ciel pour faire sortir les gens avant qu'ils meurent. Et peut-être que je fais dans des exemples extrêmes, mais c'est justement pour faire réaliser aux gens que se dire ça, c'est littéralement la même chose. Ça fait aucun sens. Et souvent, en plus, qu'est-ce qui va se passer, c'est que on va se fier sur cette idée-là. On va se dire, mais parfait, je vais vendre dans le fond à tel niveau. Je me promets que je vais vendre dans le fond là, quand on va atteindre, disons, 125 000 ou 150 000 ou peu importe c'est quoi les idées qu'on se lance dans notre tête. Et premièrement, des fois, on se ment en soi-même. On arrive à 125 000 et on se dit, je vais attendre un petit peu plus. Il dépasse 125 000 vite. Je vais attendre de voir un petit peu plus haut avant de vendre. Il passe d'un coup de 123 000 à, disons, 128. Puis là, t'es comme, là, 128. Je vais l'arrondir à 130. Continue à monter. Mais si tu sais que t'es pas capable d'être discipliné avec toi-même parce que t'es un menteur, mets des ordres de vente. Exact. Un plan fixe, t'as pas le choix de le respecter. Pas le choix. Moi, je pense pas que les ordres de vente, c'est le mieux, pas de ma façon de faire, parce qu'il y a des choses que j'aime. Mais si tu sais que tu peux pas te faire confiance à toi-même, la première étape, c'est de l'accepter. La deuxième étape, c'est de mettre des ordres de vente. Oui, parce que la réalité, c'est que c'est beaucoup plus facile d'acheter que de venir vendre. À 100%. Et c'est ce qui fait que 90% des gens ne vont pas faire d'argent potentiellement dans des beaux gains qui auraient pu être produits ou qui vont se produire. Tout le monde peut acheter. Tout le monde peut acheter. Tout le monde gagne quand ça monte. C'est pas ça le point. Le point, c'est quand ça descend. C'est ça la game. Puis tu vois, dernier point, parce que je ne veux pas que le podcast soit trop long, mais justement, présentement, il y a plein de vidéos qui sont en mode est-ce que c'est encore le temps pour acheter? Nanana, BTC, Bull Run, All Time High. Alors que les vraies vidéos qu'il devrait avoir et les vrais sujets, ça devrait être quels sont les niveaux pour vendre, position défensive, prise de profit, rebalancement du portfolio. Présentement, les gens sont en train de se poser la question si c'est encore le temps d'acheter, alors qu'ils devraient se poser la question c'est où les niveaux où je devrais sortir. C'est ça. Ça, c'est très ironique. 2 bons points, en tout cas, super importants, justement, se poser les bonnes questions, oui, mais avoir ce plan de sortie-là et d'avoir l'acceptation de est-ce que je sais que je me laisse souvent emporter par mes émotions? Parce que si, normalement, je suis une personne qui a plus une tendance émotionnelle, je veux avoir un plan. Et ce plan-là, c'est impossible qu'il soit parfait. Je ne vais pas acheter 100% au prix le plus bas et vendre 100% au prix le plus haut. Donc, aussi bien de venir le distribuer au fur et à mesure. Et si on n'est pas reconnaissant d'avoir fait un x2, x3, x4, x5, parce qu'on aurait pu faire un x6, on n'a pas la bonne mentalité à ce moment-là. Tu aurais pu aussi acheter du Bitcoin à $1, hein? Ça aussi. Pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi tu n'achètes pas une machine à retourner dans le temps, là? Tu remontes il y a 10 ans et puis voilà. Mais c'est littéralement la même chose quand vous vous dites ça, guys. C'est ça que vous devez réaliser. C'est exactement la même chose. Puis le dernier point que je voulais amener par rapport à ça aussi, psychologiquement, faites attention. Parce que quand tu n'as pas un plan fixe et tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que, par exemple, je sais pas, tu as investi 10 000 $. Le 10 000 est rendu à 40 000. Ça tombe à 30 000. Qu'est-ce que tu te dis? J'ai perdu 10 000. Je vais attendre que ça remonte pour sortir. Non, tu n'as pas perdu 10 000. Pour perdre 10 000, il faudrait que tu passes sous ton capital initial. De 10 000 à 8 000, à 5 000, à 2 000, là, tu aurais de la perte impermanente. Mais ça, c'est un autre truc que tu m'as fait penser. On ne va jamais rentrer exactement au bon endroit et on ne va jamais sortir exactement au bon endroit. Donc, tu dois accepter que pour sortir, même ceux qui ont le plus d'expérience, ils vont attendre certaines choses dans le marché pour confirmer la sortie, ce qui fait en sorte que finalement, tu sors avec 40 000. Donc, tu t'es rendu jusqu'à 50 000, disons, de profit.
Tu es passé de 10 000 à 50 000, mais tu sors à 40 000 parce qu'il y a des choses qui doivent arriver pour te confirmer ça. Mais ces mêmes choses qui viennent te confirmer ça fait en sorte que le marché n'est plus à 150 000. Il est maintenant à 40 000 de profit. Ben à 40 000, donc tu sors avec 30 000 de profit dans ce cas-là. Donc, il faut réaliser que tu ne vas jamais rentrer à l'entrée parfaite et que tu ne vas jamais sortir à la sortie parfaite, ce qui veut dire que tu dois déjà juste accepter que tu vas laisser de l'argent sur la table. Et en acceptant ça, ben, c'est beaucoup plus facile de sortir parce que c'est la règle. Le marché garde un cote, OK? Vois ça comme ça. Le marché, c'est la mafia, il garde un cote, OK? Pense à un bon plan? Voilà. So, j'espère que vous avez apprécié l'épisode, guys. Restez patients, suivez votre plan et soyez pas émotionnel avec les all-time high. Yes!